On est de retour pour la seconde partie des experts, avec toujours autour de la table Céline Antonin, Gilles Berset et Denis Ferrand. Gilles Berset qui ne rate rien de la hausse des prix au sein de la zone euro. Je vous ai dit qu'on avait la plus faible inflation de la zone euro. C'est faux. C'est faux en réalité, c'est Chypre, comme le soulignait Gilbert pendant la coupure pub, 0,1% d'inflation. Je regarde les chiffres avec vous sur Eurostat. C'est peut-être pas les chiffres annuels encore, on est peut-être juste sur la fin d'année novembre-décembre, mais Chypre 0,1, la France est avant-dernière avec 0,8% d'inflation seulement et l'Italie 1,1. Mais tout de même, la France, deuxième économie de la zone euro, a pays comparable, l'inflation la plus faible. Deux questions pour vous les experts. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'on soit bien en dessous de la moyenne européenne qui est à 2,4 ? Et puis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je commence avec vous, Denis. Ouais, alors, vous avez des éléments de nature un peu circonstancielle qui sont intervenus, en particulier sur les prix de l'énergie. C'est quand même la composante principale qui est intervenue. Et ce qui s'est passé ces derniers jours nous projette plutôt un prix du pétrole qui poursuivrait sa baisse, et ça reste, qu'on le veuille, un des déterminants sur les mouvements conjoncturels, j'entends, un des déterminants quand même tout à fait fondamentaux. Le deuxième point sur lequel il faut peut-être revenir, c'est que si en début d'année 2025, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'on projetait une inflation qui serait à 1%, grosso modo, à la fin de l'année. Et pourquoi ? Parce que ce que l'on imaginait, c'était que les services, en fait, prennent le relais des augmentations passées, des chocs que l'on a connus. Les services, ça représente plus de 50% du panier de biens qui constitue l'indice de référence, à partir duquel est constitué l'indice de référence des prix. Or, il n'y a pas eu d'accélération majeure des prix dans les services parce qu'il y a aussi une tempérance qui s'est effectuée, notamment sur les parties salariales. Alors oui, il y a des poches de prix de services qui augmentent, notamment le prix des assurances, et ça va continuer. Encore en 2026, vous aurez à nouveau des hausses assez importantes des prix des assurances. Mais globalement, les prix des services sont restés beaucoup plus sages que ce que l'on pouvait imaginer au début de l'année. Et je pense qu'au-delà de l'effet pétrole, de l'effet prix d'énergie, c'est aussi cette dimension des services. Alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Mais je pense qu'on pourra développer là-dessus. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est surtout le positionnement que vous avez évoqué, le positionnement de la France par rapport aux autres pays européens, qui est plutôt du registre de la bonne nouvelle. Bon, mais le prix du pétrole et de l'énergie, il est le même pour tous les pays. Pourquoi on en aurait bénéficié davantage que d'autres ? Le prix de l'énergie n'est pas le même. Je veux dire, nous avons une forte présence de l'énergie nucléaire. Il dépend du mix. En France, il dépend du mix. Et quand on compare les niveaux du prix de l'énergie et du prix de l'électricité en Europe, la France, je me garderais bien de dire que c'est le pays où le prix de l'électricité est le plus bas. Mais la France est l'un des pays dans lequel le prix de l'électricité est le plus bas. Les prix des télécoms aussi ont contribué en France à cette performance française. Alors, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle pour la France et pour la compétitivité française, d'autant que l'inflation est à environ 2,5 chez notre principal partenaire économique, l'Allemagne. Oui. Donc l'écart est d'1,5 point à peu près avec l'Allemagne. 1,5 point, c'est considérable. Alors vous allez me dire, la consommation, mais l'indice des prix à la consommation, c'est ce qui nourrit la boucle prix-salaire. Et la boucle prix-salaire, ça veut dire que l'évolution nominale des salaires pour une même évolution du pouvoir d'achat salarial. L'évolution nominale des salaires va être beaucoup plus basse en France qu'en Allemagne, sachant qu'en Allemagne, par ailleurs, il y a des fortes pressions salariales qui sont en train de se manifester. Et donc, à terme, ce sont des gains de compétitivité. Ce que vous nous dites, c'est considérables vis-à-vis de l'Allemagne. Peut devenir plus compétitif que l'Allemagne grâce à ça. 2-3 années comme ça, avec un écart d'1,5 point qui se reporte sur les salaires et sur la formation des salaires, c'est considérable par rapport à notre principal partenaire. Surtout que si on regarde depuis ce qui s'est passé au moment de la crise énergétique, on a en fait un différentiel qui s'est creusé de plus de 5 points en fait, en termes d'inflation entre la France et l'Allemagne. Donc pour le coup, alors c'est vrai qu'on a mis en place un bouclier énergétique que non. Il nous a coûté cher aussi. Tout à fait. Les Allemands ont préféré faire des chèques. Enfin voilà. Donc c'était une autre politique qui a été mise en place, mais c'est vrai que ça s'est traduit par ce différentiel d'inflation. Et effectivement, c'est plutôt bon pour notre compétitivité puisque ça renchérit moins le prix de nos exports. Donc
c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Tout à fait. Parce qu'on pourrait se dire, Denis, que c'est aussi le signe d'une économie qui fonctionne au ralenti. Aussi. On pourrait le regarder de cette manière. On pourrait aussi le regarder en termes d'équilibre du marché du travail, comme l'a évoqué Gilbert. Pourquoi y a-t-il une telle accélération des salaires en Allemagne? C'est aussi parce que vous avez un marché du travail qui est plus tendu. Et oui. Cela n'est le cas. Mais justement, je pense qu'il faut regarder aussi, effectivement, il y a cet effet de compétitivité qui est massif. En l'espace de 5 ans, il y a 8 points d'écart d'évolution du coût salarial unitaire en France. Donc le coût salarial unitaire, c'est l'ensemble des salaires pondérés par l'évolution de la productivité pour l'industrie manufacturière. On a 8 points de moins qu'en Allemagne en l'espace de 5 ans. C'est colossal ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que cela a été obtenu? C'est un peu l'ombre portée des choix qui ont été faits au moment de la crise énergétique, à savoir qu'il y a eu des boucliers qui ont été érigés, qui étaient beaucoup plus costauds en France qu'ils ne l'ont été dans les pays d'Europe du Nord. Il n'y en avait pas du tout, notamment dans les pays type Belgique ou type Pays-Bas. Il n'y en avait pas. Et donc, ces pays-là ont connu une inflation plus élevée et ont connu ensuite des progressions de salaires nominaux plus élevées en termes de rattrapage. Donc, c'est très bien. C'était un peu le pari qui avait été fait en 2020. C'est très important ce que vous nous dites. Ça veut dire que le bouclier tarifaire, parce qu'il a été critiqué pour le côté dépenses, peut-être inconsidéré. Mais il a été quand même aussi loué quand il a été mis en place, parce qu'il a quand même permis à la France d'avoir justement moins d'inflation, et on mettait quand même ça aussi très en avant, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, c'est intervenu très tard, les mesures à destination des ménages et des entreprises, et on a connu des inflations à 2 chiffres, en fait, donc ce qu'on n'avait pas en France. Mais donc c'est un outil de compétitivité. Exactement, aussi, ce bouclier. Sachant que dans l'aide, le fait de... C'est très bien dit par Céline tout à l'heure, le fait de donner des chèques ou un bouclier tarifaire, c'est pas la même chose. Non, exactement. Pas du tout la même chose. Quelle est la différence? Dans un cas, on agit sur l'indice des prix. Dans l'autre cas, on agit sur le revenu des ménages directement, mais pas sur l'indice des prix. Au contraire, on favorise l'inflation. Donc ex post, et c'est vrai que je faisais pas partie des gens qui étaient très optimistes sur les conséquences de la politique qui a été choisie par la France. Ex post, l'orientation est bonne, même si l'ampleur... a peut-être été un peu plus démesuré que dans d'autres pays, moins calibré que dans d'autres pays, avec un... Quand on aime la compétitivité, on ne compte pas. Et après, il y a la question de l'indexation des salaires sur les prix, aussi, dont on a beaucoup parlé. Notamment, Denis évoquait la Belgique, où il y avait effectivement ce principe d'indexation des salaires sur les prix, qui n'était pas... qui a été aussi très critiqué en France, mais c'est vrai que c'est un moyen aussi de freiner la progression des salaires. Alors, c'est moins bien pour le pouvoir d'achat, mais par ailleurs, il y a eu quand même un certain nombre de prestations sociales et autres. On ne peut pas dire que le pouvoir d'achat a été vraiment très, très, très affecté en France. Et en même temps, un travail qui va animer les experts pendant quelques temps, je pense, à partir de maintenant, ça va être de regarder comment se fait l'équilibre entre le coût du bouclier tarifaire, de ce qui a été déployé pendant des années et qui se traduit in fine dans l'accumulation de dette publique qui est intervenue pendant cette période, et le moment où le regain en termes de compétitivité qui peut être associé à cette évolution favorable du coût salarial unitaire compensera le choc initial. Et là, il va falloir quand même probablement... Je sens que vous avez une petite idée derrière la tête. Combien de temps il faudrait donner? D'années, ça me semblerait être un ordre de grandeur assez raisonnable. C'est du temps long. Mais les chiffres qu'a annoncé Denis sont vraiment des chiffres incroyables. 8% déjà d'engrangés, sachant qu'à 1,5 point par an, on va se rapprocher en 2-3 ans, rapidement, presque des 15 points. Et surtout qu'ils augmentent le salaire minimum. Dans les années 2000. Au début des années 2000, c'était 15 points à peu près d'écart d'évolution des coûts salariales unitaires. Donc pour la France, c'est une opportunité absolument considérable. Enfin, un message d'optimisme sur l'économie française. Comment sur des chapeaux de roue. D'optimisme parce que les autres font moins bien aussi. Mais c'est vrai qu'en plus, les Allemands sont en train d'augmenter beaucoup le salaire minimum. Donc c'est vrai que ça a aussi contribué. Il y a eu des revalorisations importantes. Alors après, il y avait eu aussi quelques années plus. Mais effectivement, cette inflation nous permet à nous plutôt de bien nous positionner. C'est plutôt un bon point pour la France. Bon, sauf que c'est compliqué pour le pouvoir d'achat des Français. Non, non, pas tant que ça. Non. Le salaire minimum est indexé, il y a moins d'inflation, les salaires nominaux progressent moins, mais le pouvoir d'achat des Français est protégé. D'ailleurs, les salaires nominaux cavalent plus vite que l'inflation. Donc il y a environ 1 point par an de gain de pouvoir d'achat salarial. On a entendu tout et son contraire, Gilbert. Faites-nous le clair sur l'idée de progression de pouvoir d'achat ou pas. Le sentiment très clair des Français, c'est que le pouvoir d'achat baisse. Quels sont, depuis le Covid, disons, la réalité des chiffres autour de l'évolution du pouvoir d'achat? Très bonne note de l'OFCE sur ce point-là, donc je laisse
Mais vraiment, excellente note. Non, mais en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que, notamment sur le pouvoir d'achat, il y a une vraie différence entre ce qui est ressenti et le pouvoir d'achat tel qu'il est. C'est comme le froid. Effectivement, et là aussi, il y a des bons travaux de l'INSEE justement entre ce qu'on perçoit. Et on est là pour établir la vérité des chiffres. Mais en fait, notamment, ce qui s'est passé au moment de la crise énergétique, c'est que, par exemple, ce qu'on observait, c'est que vous avez beaucoup d'hétérogénéité aussi dans la manière dont le pouvoir d'achat est affecté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même quand on prend les quintiles ou les déciles de revenus, surtout les quintiles, donc on regarde les 20% de plus bas revenus ou de plus haut revenus. Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au sein d'une même catégorie, on a énormément de disparités. Par exemple, entre les jeunes et les seniors, en fonction de leur mode de chauffage, il y a beaucoup de choses qui jouent, l'hétérogénéité sur ruraux, urbains. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Et donc, effectivement, le ressenti est très différent de ce qu'on peut observer en disant juste les pauvres et les riches. Donc il faut vraiment rentrer dans la micro, je pense, pour avoir une idée précise de ce qui se passe sur le pouvoir d'achat. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Absolument, il y a des gagnants et des perdants, et ça dépend beaucoup de la catégorie. Typologie. Oui, on sait faire une typologie. Il y en a plusieurs qui ont été faites. L'OFCE l'a fait. Ce sont les urbains en logement collectif et les perdants en ruraux, en maison individuelle. Avec les problématiques énergétiques, ça a été beaucoup ça. Des gens qui ont des déplacements assez importants. Et effectivement, quand vous avez un divorce entre les chiffres et le ressenti, en fait, les deux ont raison. Oui. C'est-à-dire que les chiffres sont justes. Vous avez une progression du pouvoir d'achat, du revenu des ménages, qui a même été supérieure à celle du PIB. Donc, on a plus distribué à l'ensemble des ménages que ce que l'économie crée en plus en richesse. Donc, on pourrait se dire, si on regarde simplement brutalement les chiffres, on pourrait se dire, de quoi se plaignent-ils ? En fait, on a plus attribué qu'on ne pouvait produire. Mais il faut aussi regarder le ressenti. Qu'est-ce que c'est que l'unité économique de base ? C'est le ménage. Or, quand vous prenez en compte l'évolution du nombre de ménages, 0,9% par an, depuis 2010, quand vous regardez le pouvoir d'achat du revenu par ménage, et non pas de l'ensemble des ménages, vous n'avez que 2% de progression depuis 2010. Qui est intervenu. Parce que vous avez eu le choc fiscal du début des années 2010, parce que vous avez les pertes qui sont intervenues au moment du Covid, et une faible progression, et surtout 0,9 de progression du nombre de ménages chaque année, pour une croissance qui au total est très faible. En 15 ans, Denis Ferrand, vous nous dites que le pouvoir d'achat des ménages français n'a progressé que de 2%. Ouais. Et donc, quand vous êtes à 2%, vous en avez qui sont au-dessus de la barre et d'autres qui sont en dessous. Et comme on est très proche de zéro... On stagne. Enfin, 2% en 15 ans, c'est la stagnation quasi, pas séculaire, mais enfin... Pour revenir sur ce divorce, ce contraste entre ce qui est ressenti et les chiffres, si vous voulez, le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages ne s'est pas effondré dans une période où l'économie française n'était pas vaillante et était soumise à des chocs considérables, parce que l'emploi se portait bien. Également. Et donc, il y a un écart entre ce qui est perçu en termes de pouvoir d'achat et d'évolution du pouvoir d'achat par le salarié individuel, et puis les chiffres sur l'ensemble des ménages dans un contexte où l'emploi, globalement, s'est plutôt bien progressé jusqu'au début de l'année 2025. Donc, on est dans une situation un peu contrastée. Néanmoins, en ce moment, au niveau individuel, le salaire des ménages connaît une augmentation de pouvoir d'achat après, en 2022, en 2023, des années de pertes, et même en 2024 et en 2025. Oui, c'est la crise commence énergétique. À bien se redresser, et ça devrait se prolonger, d'après les prévisions de l'OFCE, de la Banque de France, d'autres institutions. Là, ça devrait être toujours le cas jusqu'en 2027 inclus. On peut se réjouir pour les années à venir sur la progression du pouvoir d'achat, Céline Antonin ? Alors pour les prochaines années, en tout cas pour l'année 2026, oui, on est plutôt optimiste. Enfin, en tout cas, il y a un consensus au sein des économistes. Juste pour vous donner aussi un exemple de ce qui peut montrer ce contraste entre ce qui est perçu et ce qui est observé, c'est que par exemple, on a aussi beaucoup opposé les ménages du haut de la distribution à ceux du bas de la distribution. Mais par exemple, avec les dispositifs qui existent, par exemple le fait qu'on indexe le SMIC sur l'inflation, ce qui n'est pas vrai pour les salaires qui sont juste au-dessus, on a pu voir un pouvoir d'achat qui a pu être plus préservé pour certains qui étaient en bas de la distribution et un peu moins pour ceux qui étaient juste au-dessus. Donc voilà, il y a aussi tous ces mécanismes d'indexation qui sont un peu complexes. Et le tassement de la classe moyenne qui nourrit la colère aussi. Il y a eu effectivement le fait qu'on a smicardisé une partie de l'économie. Et ça, c'est un vrai problème. Et la question de revoir l'échelle des salaires et faire en sorte qu'on n'ait pas un écrasement par le bas, parce qu'effectivement, quand on smicardise l'économie, c'est plus très incitatif. Exactement. Et ça, c'est un vrai souci qui est apparu avec l'inflation. Revoir l'échelle des salaires.
c'est aux partenaires sociaux. Tout à fait, absolument. Non, mais quand je dis on, c'est un long trait global. Non, c'est pas l'État. Non, c'est pas l'État. Non, là, j'en appelle à la négociation collective des partenaires sociaux. Et pourtant, la dernière annonce de l'État, c'est le déblocage. C'est Serge Papin qui l'annonce, dernière annonce de Bercy, pour soutenir le pouvoir d'achat, pour soutenir la consommation, de l'intéressement pour les salariés jusqu'à 2 SMIC, pouvoir débloquer 2 000 € sans prélèvement obligatoire. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est dont on a besoin? Denis Ferrand. Alors, je vais usurper la place de Gilbert parce que je vais parler des retraites pour répondre à ce sujet. Et pour moi, c'est du dévoiement. Du dévoiement parce que là où on va faire le prélèvement sur les plans d'épargne en entreprise, ou le plan d'épargne, ou les plans d'épargne, non pas PE, les plans d'épargne en entreprise, mais ils ont vocation à constituer un capital avec un point de visée qui est la retraite. Et c'est un peu, on est en train de faire le même type de détricotage que ce qui a concerné le fonds de réserve des retraites, qui était censé apporter, quand il a été lancé en 99 avec Jospin, qui était censé apporter de quoi passer l'écueil démographique qui était donné à ce moment-là en 2020. Et l'écueil démographique, on le voit bien. On y est. La bascule s'est faite cette année. Celui-ci, c'est bien fait. Quelquefois, les prévisions sont très exactes et les prévisions en matière de démographie sont souvent très bonnes. Et donc, on avait constitué un fonds de réserve des retraites avec vocation de pouvoir passer ce cap que l'on savait être difficile. Qu'est-ce que l'on a fait in fine? On a utilisé une bonne partie des fonds du fonds de réserve des retraites pour la CADES, notamment, pour la dette sociale, pour tout un ensemble de dispositifs. Il y a une partie des fonds qui avait été affectée aussi à l'URSSAF à un moment où il y avait eu des difficultés à se financer au moment du Covid. Et au total, on perd la lisibilité des dispositifs qui sont mis en place. Et donc, c'est un problème de cohérence, me semble-t-il, qui est en sous-jacent de cette question. Oui. Alors moi je suis pour le coup d'accord avec Denis. Bon alors c'est bien parce qu'on a de la consommation à l'instant T, mais ça résout pas d'autres problèmes. Et surtout, je pense que ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que je pense que ça rejoint l'idée qu'on a une épargne qui est très élevée, on est presque à 19% de taux d'épargne. Et depuis est-ce que les Français vont en profiter tout simplement? La crise de la Covid. Oui, mais le problème de cette épargne, et nous pour le coup on a essayé de le montrer à travers un certain nombre d'études à l'OFCE, c'est que vraiment c'est l'incertitude. Je veux dire, et c'est ce qu'il faut lever, c'est l'incertitude. Et en fait, tant qu'on a de l'incertitude politique, donc nous on avait chiffré que l'incertitude telle qu'on l'a depuis fin 2024, ça nous crée 0,8 points de PIB en moins, ce qui est quand même énorme. Et en fait, dans les simulations qu'on a faites même sur le taux d'épargne, si on restait à un niveau d'incertitude proche de la fin 2024, on aurait aujourd'hui un taux d'épargne qui baisserait de 0,6 points. Donc voilà, et en fait ça serait automatique. Alors je sais qu'on peut pas appeler de ses voeux que la classe politique se réconcilie et aille vers des grandes avancées, mais en tout cas c'est quand même ça le point noir. C'est la période des vœux, c'est les nouveaux réveils. On peut le souhaiter. J'ai appelé beaucoup de mes vœux ce matin, donc je continue. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça le principal verrou aujourd'hui. Et je pense que c'est pas effectivement en prenant d'un côté, en essayant de transformer en gros les fourmis en cigales. C'est donc du bricolage, quoi. Disons que ça sera une mesure temporaire qui ne va pas avoir d'effet pérenne. Peut-être sur jambe de bois. Vous êtes d'accord, Julien Sette? Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Céline et Denis. Puis ça revient à créer une nouvelle niche. Puisque ça signifie temporaire. Oui. Ça signifie que des revenus qui ont été déposés sur le PE, qui ont échappé à la fiscalité, aux prélèvements fiscaux, peuvent être libérés pour certains ménages dans certaines limites immédiatement. Ça s'appelle une niche. Ça s'appelle une niche fiscale, puisque ça sera la situation des PE au 31 décembre 2025, et donc y compris ce qui aura pu être accumulé sur ces PE pendant l'année 2025. Donc il faut arrêter, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Denis sur la lisibilité de notre système fiscal. On rend les choses encore plus illisibles, encore plus incompréhensibles. Qu'on soit pour ou contre le projet du PE, il est là pour favoriser, pour aider à la constitution d'une épargne longue. Ben voilà, on peut peut-être expliquer à quoi servent les PE aussi, parce qu'il y a une finalité à cette épargne. 5 ans de blocage. 5 ans d'ailleurs, c'est pour beaucoup de gens en deçà de l'horizon de la retraite. Mais malgré tout, 5 ans, c'est une épargne longue. Et là, tout d'un coup, cet affichage, on le détruit, on le pervertit par une disposition, je dirais, opportuniste pour essayer de relancer une consommation atone dont la timidité, et je suis complètement d'accord avec Céline, s'explique davantage par des incertitudes politiques,
mais aussi fiscale. Oui, mais aussi fiscale. Personne ne sait à quelle sauce. Il y a de l'attentisme de la part des entreprises, des ménages. Tout le monde attend. On attend. Je sais pas ce qu'on attend. Et en même temps, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. On n'a pas arrêté de dire sur le plateau des experts, avec de nombreux économistes, que et notamment du côté de l'OFCE, que cette incertitude politique allait peser sur l'économie, sur l'investissement. On peut refaire un peu le bilan de 2025. Est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé ? L'investissement manufacturier ne cesse de progresser depuis 3 ou 4 trimestres et est repassé dans le vert au 3e trimestre 2025. Oui, c'est vrai que c'est peut-être une des surprises les plus importantes de 2025, qui a été cette résistance très forte de l'investissement. Une quasi-décorrélation finalement avec la situation politique. Mais justement, il faut peut-être en regarder la teneur de cet investissement. Et quand vous décomposez les types d'actifs dans lesquels se réalisent les investissements, dans lesquels les entreprises réalisent des investissements, ce sont principalement des investissements qui visent à la transformation des modes de produire. L'incorporation de l'IA, l'incorporation de logiciels. En fait, toute la progression de l'investissement des entreprises se résout en progression de l'investissement en information et communication. Ah oui. En revanche, tout ce qui concerne la capacité à se projeter, le développement de capacités qui peut être lié à de l'investissement d'équipement, de l'investissement en nouvelles constructions, construction non résidentielle, ces postes-là sont en train de reculer. Donc, les entreprises ont bien perçu la transformation, l'accélération phénoménale des temps qu'il y a autour d'eux, qui sont une accélération géopolitique, mais aussi et fondamentalement technologique, l'adoption de l'IA en particulier. Et donc, il faut se mettre à niveau. C'est ça qui drive l'investissement. Mais en revanche, je ne me projette pas au-delà de ce que j'ai actuellement. Je le transforme simplement. Ça veut dire que l'investissement pourrait être très sensiblement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'il est désormais dans le vert, si la situation politique était... Oui, bien sûr. Probablement, oui. On peut former des vœux, alors effectivement, pour cette année. Je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on y arrive avant 2027. Le sentiment de Ferrand Rexecode, c'est un cabinet de prévision, le meilleur cabinet de prévision de la place de Paris, avec l'OFCE, je chez tout le monde. C'est aussi un partenaire des entreprises et de l'industrie. Le sentiment des industriels et des entreprises en ce début d'année. C'est vraiment cette illisibilité dans cette capacité à se projeter, bien entendu. Mais ils ont quand même un sentiment, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je me transforme. Je ne sais pas véritablement à quelle sauce nous serons mangés fiscalement, et donc on retrouve le même type d'incertitude que ce qu'évoquait Gilbert pour ce qui concerne le comportement des ménages. On le voit également du côté des entreprises. Mais l'incertitude est immense actuellement. Où est-ce que je dois aller me positionner ? Est-ce que je suis une entreprise internationale ? Est-ce que je dois investir aux États-Unis ? Est-ce que je dois investir en Asie, compte tenu des frontières extrêmement mouvantes et des conflits commerciaux qui sont partout ? En réalité, elles sont toutes vraiment dans le bleu et ont du mal à développer une stratégie. Et de plus en plus, quand on discute avec les chefs d'entreprise, on se rend compte que c'est pas de prévision dont on parle, mais c'est de formation de scénarios. C'est-à-dire un peu les what if. Qu'est-ce qui se passe si demain la Chine fait la même chose à Taïwan que ce que les Américains ont fait au Venezuela ? Qu'est-ce qui se passe si l'Ukraine change radicalement ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des déséquilibres sur le marché pétrolier ? En fait, les entreprises désormais se projettent beaucoup plus sur des scénarios avec de l'adaptation. C'est pas ce qui les intéresse, c'est pas de savoir si on va faire plus 1 ou moins 1 en PIB. Ce qui les intéresse, c'est comment est-ce que je me positionne dans un schéma d'incertitude radicale qui est celui avec lequel on va devoir vivre pendant durable. Ça rejoint parfaitement les résultats du baromètre Eurogroupe BFM Business, La Tribune dimanche, publié dimanche dernier dans La Tribune dimanche, sur les perspectives des chefs d'entreprise. Ça va du CAC 40 jusqu'à la PME, un baromètre extrêmement large, qui explique que en France c'est gris, à l'international c'est rose, et le principal risque et le principal défi, c'est la géopolitique dorénavant. Si vous me permettez, comme là on est dans le moment de la publicité, si vous me permettez, donc justement pour essayer de faire en sorte que les chefs d'entreprise y voient un petit peu plus clair dans cette année qui est quand même une année préélectorale, nous lançons à Rexecode une nouvelle offre pour justement les accompagner dans le décryptage de l'environnement de politique économique, et donc nous lançons cette offre à partir de la semaine prochaine. Les soldes sont ouverts. Des chefs d'entreprise, des affaires publiques et de la communication. Le message est passé. Gilbert. Il faut quand même ajouter à ça que quand on regarde l'enseignement des enquêtes de conjoncture conduites par l'INSEE ou conduites par la Banque de France, on voit que la situation de trésorerie des entreprises est globalement mauvaise. Un vrai sujet. Dans un contexte toujours de remboursement, de poursuite de remboursement des PGE, en particulier. On est encore dans la queue de comète du Covid. Les stocks industriels sont élevés et les carnets de commandes
sont bas quand on se compare à ce qu'on a pu observer sur une période longue. Donc ce contexte-là, s'ajoutant à l'incertitude économique et politique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui devrait se reproduire dans les discussions budgétaires de la fin de l'année. Qui reprennent 2026, jeudi à l'Assemblée. Et puis la fin 2026 pour le budget 2027 ne devrait pas, normalement, être plus calme que cette année. Donc dans ce contexte-là, on comprend que les entreprises soient très prudentes. Et les ménages, évidemment. Céline, vous êtes partagé ce constat? Oui, non, alors, je partage totalement aussi le constat de Gilbert, de Denis. Enfin voilà, je pense qu'on est dans un monde, on est encore convalescent quelque part. Et la France est quand même encore dans une phase de convalescence. On n'est pas du tout revenu au maximum de nos capacités. Donc et on est dans l'attentisme. Et le problème, c'est revenu par rapport à quand on parlait du choc alors, je parle énergétique des deux. ou du Covid? Il y a les deux. Le Covid, choc énergétique, on a pris quand même ces deux chocs. Depuis et on est aujourd'hui 2019, dans un monde, dans un monde à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan interne, qui est quand même assez, qu'on n'avait pas connu depuis un certain nombre d'années. Donc, moi, ce qui me gêne le plus, c'est cet attentisme, parce que ce temps qu'on perd, pendant ce temps, il y a effectivement, malgré tout, d'autres pays, des puissances. Enfin, on a parlé de la Chine, qui ont un cap, assez clair. Et je trouve que nous, on est un peu englués dans cette atonie, et on a du mal à s'en sortir. Et c'est des années précieuses qu'on perd, quoi. Et c'est vrai que quand je vois les rapports Draghi et autres qui nous montrent tout ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire, etc., je me dis, on peut pas se permettre de perdre des années supplémentaires. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est quand même. Il se passe des choses quand même en Europe. La Commission essaie des choses tellement en deçà de ce dont on aurait besoin pour. Le rapport Draghi, il est déployé, mais il n'est pas déployé au niveau européen. Il est déployé dans des pays européens. Voilà. Ceux qui auront les moyens. On retrouve la problématique du fiscal space qu'évoquait tout à l'heure Gilbert. C'est ça. Mais à la limite, il aurait fallu. L'Europe devrait être aussi un espace où on peut déployer un peu plus que ce qu'on fait. Et donc, je trouve qu'on est très en deçà de ce qu'on pourrait faire si on voulait vraiment être à la hauteur de la compétition internationale. Dans un pays comme la France, on voit bien qu'avec les difficultés budgétaires, les difficultés de finances publiques auxquelles la France est confrontée, on peut s'étonner d'orientations qui sont retenues, qui ne sont pas des orientations porteuses pour la croissance à moyen et long terme. Je dirais... Au hasard, vous pensez aux retraites? Non, je pense aux retraites. Mais là, l'absence de décision, vos décisions et d'indexation automatique. Mais congé de naissance, 600 millions par an. Est-ce que c'était l'urgence dans un pays comme la France pour le moyen et long terme de notre démographie, voilà, c'est un sujet. C'est tout. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cette émission passionnante que vous pouvez retrouver en replay et podcast sur l'application BFM Business.